Salut Victoria, Salut Stéphanie, merci de me tu, recevoir. tu vas bien? Oui, ça va, je suis un petit peu fatiguée. Alors pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube, authentique au possible, là, j'ai des petits yeux, mais ça va bien, ça va bien. Rencontre aujourd'hui dans le cadre de ta future participation au congrès Innovation en éducation qui se tiendra en février à Bordeaux. Nous sommes partenaires du congrès et on propose cette courte série de podcasts avec quelques participants conférenciers du salon. Et donc, tu seras conférencière. Pour te Yes. présenter brièvement, tu es l'autrice du livre Ce qu'on n'apprend pas à l'école, mais également créatrice du podcast Nouvel Œil et conférencière pour sensibiliser les jeunes à l'écologie intérieure. Comment est-ce que toi, tu définirais avec tes mots ton métier aujourd'hui? Hmm. Je sais même pas si je mettrais le mot métier derrière ça, tu vois, pour déjà partir du début, je mettrais plus le mot mission, je pense. C'est vraiment intrinsèque à qui je suis et je me vois pas faire autre chose. Donc je définirais comme un ensemble de projets qui tentent d'éveiller les consciences, donc principalement auprès des jeunes, mais je constate que c'est aussi de plus en plus auprès des moins jeunes, sans dire vieux, mais ça touche finalement toutes les générations parce que c'est des sujets liés à la quête de sens, des sujets de société, des sujets existentiels. Et effectivement, ça constitue mon quotidien, donc on pourrait mettre le mot métier, mais ça me quitte jamais, tu vois, c'est des choses auxquelles je pense et auxquelles je travaille tous les jours, même le week-end et même le soir dans mon lit avant de dormir. Donc voilà comment je pourrais définir. C'est une accumulation de projets autour de la quête de sens. Donc voilà, comme tu l'as bien présenté, les conférences, le podcast, le livre. Et on a aussi créé un trio artistique avec un pianiste et une danseuse où moi je parle autour de l'art pour essayer d'éveiller les consciences de façon plus douce et en touchant les émotions. Ça marche plutôt bien. Trop bien. Mm. Alors moi, j'ai évidemment lu ton ouvrage Ouais. et au tout début du livre, tu parles d'une urgence joyeuse de réveiller un monde endormi par les écrans. Qu'est-ce que tu entends par là? Vaste question. On voit bien aujourd'hui que la technologie et les écrans, c'est omniprésent dans notre vie. Aujourd'hui, on peut plus vivre sans. Je pense que ça serait un leurre de se dire que demain, on va revenir à la petite bougie et qu'il y aura plus du tout de téléphone dans nos mains. Par contre, il faut apprendre à s'en servir. Et je trouve qu'il y a un énorme danger à finalement se mettre dans une bulle, des réseaux sociaux notamment. Et on en oublie la vraie valeur des choses, on en oublie ce qu'est un échange authentique et sincère, on en oublie ce que c'est que de regarder simplement quelqu'un dans la rue et de lui parler de façon authentique. Euh, et en fait, ça m'alarme, et c'est pour ça que j'ai employé le mot urgence, parce que, par exemple, il y a un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ben, on connaît toute sa vie parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, et donc on va même pas s'intéresser profondément à ce qu'il fait. C'est ah mais oui, mais je sais déjà, t'étais là. Et donc je trouve que ça redéfinit en fait tous nos rapports aux autres, au monde, et puis enfin je pourrais m'étaler tellement longtemps sur ce sujet. Je sais qu'on a que 20 minutes, mais c'est vrai que ça nous, à la fois je veux pas tout critiquer parce que les réseaux sociaux ça apporte beaucoup de bons, et puis tu vois à la fois toi avec l'innovation en éducation, Nouvel Œil, c'est des outils qui nous permettent aussi de faire porter des messages à plus large échelle. Mais il y a un côté très très nocif qu'on néglige beaucoup. Et si on n'est pas conscient de ces dangers-là, je pense qu'on peut se perdre. Et donc il y a une urgence à rappeler aux gens que ça reste un téléphone, ça reste des technologies, ça reste des écrans, mais qu'il y a une autre vie au-delà de ces écrans. Et d'apprendre à regarder un paysage avant de penser réflexe, prendre ce paysage en photo pour le montrer aux autres. Donc voilà, c'est un petit peu au cœur de tout ce que je prône aussi au quotidien. Je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais il y a une réelle urgence à au moins conscientiser. Parce qu'il y en a qui sont conscients et qui, même malgré cette conscience, n'arrivent pas à s'en détacher. Donc je me dis, celles et ceux qui ne sont pas conscients, c'est grave. Vraiment, je mets le mot grave derrière, parce que ça m'inquiète un petit peu l'ampleur que tout ça va pouvoir prendre dans nos vies plus tard. Ouais. Comment est-ce que toi, tu as eu cette prise de recul parce que ta génération, donc si je ne me trompe pas, tu as une vingtaine d'années, est quand même au cœur justement des réseaux sociaux, des écrans. Comment est-ce que tu as eu ce déclic? C'était pas vraiment un déclic. Je pense que j'ai d'abord été victime de cet engrenage quand j'étais au lycée notamment. C'est un petit peu l'âge où on se cherche, où on a peu confiance en nous. Et donc on va faire ce que les autres font pour essayer de
s'intégrer en société. Donc, j'ai moi aussi eu mon compte personnel sur Instagram où j'aimais publier de belles photos, où je pensais constamment à travers le filtre de la story Instagram avant de penser au moment présent, quoi. Et après un voyage en Inde de 2 mois où j'étais dans les bidonvilles d'Inde et où j'aurais eu des tas de choses à montrer finalement, parce qu'au quotidien, je voyais des choses merveilleuses, je vivais des choses incroyables et hyper insolites. Et sauf que j'avais pas l'envie de le partager. Je me suis dit, mais c'est tellement profond ça, et pourquoi le montrer aux autres? Et en fait, quelle valeur ajoutée ça apporterait? Et je pense que ça a été un premier déclic, parce que si on parle de déclic, parce qu'au retour de ce voyage, j'ai supprimé mon compte personnel en fait. Et j'ai supprimé Snapchat aussi, donc c'est vrai qu'il y a encore Snapchat qui existe, mais j'y suis jamais revenue. Et Instagram, je l'ai réinstallé 2 ans après, avec mon compte plus du coup pro, Nouvel Oeil, quand j'ai lancé mon podcast, parce que je me suis dit, ok, ça reste un outil qui peut permettre de toucher du monde, comme je te le disais, et de porter à plus large échelle des messages importants. Donc, on va essayer d'utiliser cet outil à bon escient. Et là, j'ai créé une page Nouvel Oeil, donc la page Instagram Nouvel Oeil. Mais j'essaie d'avoir une relation assez saine et raisonnée. Donc maintenant, j'ai supprimé l'application et je la réinstalle que quand j'ai besoin de publier quelque chose. Et à chaque fois, avant de publier, je me pose la question de quel impact ça va avoir, pourquoi tu le fais et en quoi ça peut aider des gens. Et là où avant, c'était plus finalement inconsciemment, hein, mais je postais ce contenu pour peut-être me mettre en avant ou attiser la jalousie chez des gens. Et c'était hyper malsain. Et donc maintenant, je regarde même le contenu que je consomme sur Instagram, je le regarde via ce filtre-là. Je me dis, telle personne a publié ça, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Moi, qu'est-ce que je ressens en voyant ça? Est-ce que ça me fait culpabiliser de ne pas en faire assez? Est-ce que ça me fait culpabiliser de ne pas avoir été à cet événement? Est-ce que je me compare à cette personne? Qu'est-ce que je ressens? Ou est-ce que simplement ça m'inspire et waouh, ok, j'y trouve du réconfort, j'y trouve de l'amour, j'y trouve de l'inspiration. Donc je me pose toujours cette question maintenant de qu'est-ce que je ressens, et de mettre de la conscience à la fois dans la façon dont je suis sur les réseaux sociaux en tant que spectatrice et en tant qu'actrice, consommatrice donc, et utilisatrice. Voilà, et je pense que c'est une question qu'on a tous tout intérêt à se poser. Donc, voilà. Tu as totalement raison et je trouve ça dingue que tu aies réussi à faire ça de toi-même, et ça fait une transition parfaite pour ma prochaine question. Donc ton livre s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Et j'ai quand même l'impression que ce genre de choses, on ne les apprend pas à l'école. Qu'est-ce que toi, tu as appris de ton côté que tu n'as pas appris à l'école? Beaucoup de choses. Je pense on apprend la vie en fait en dehors des cahiers. Donc je vais peut-être mettre en avant 2-3 petites leçons de vie, si on peut dire ça comme ça, qui m'ont vraiment aidée. C'est déjà commencer par se détacher du regard des autres. Et donc ça fait le parallèle, comme tu disais, avec les réseaux sociaux. En fait, tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est souvent dicté par le regard des autres. Donc qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Comment je me mets en avant, comment ci, comment ça va être perçu. Et finalement, au-delà des réseaux sociaux, beaucoup de nos projets, de nos actions au quotidien sont dictés par qu'est-ce que Michel va penser de ça, qu'est-ce que Jeanne va dire, comment je vais faire pour être insérée dans ce milieu-là. Et on se met beaucoup de barrières en fait. Il y a beaucoup de peurs qui sont créées autour de tout ça, il y a beaucoup d'images, de filtres, de maquillage qu'on se met par rapport au regard des autres. Et déjà, quand on se libère de ça, quand on se dit, mais que Jeanne ou Michel pensent ça, en fait, j'ai envie de le faire, je le fais. Et ça, c'est un immense levier à l'action. Et après, ce qui est rattaché très directement à ça, c'est la confiance personnelle. Et donc, je vais rebondir sur l'écologie de soi que tu as abordé tout au début. C'est que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Quand on commence à s'apprendre, s'apprendre soi, à se connaître soi-même, à cultiver sa confiance personnelle, ben naturellement, on porte beaucoup moins d'attention au regard des autres. Parce que s'accrocher au regard des autres, c'est aussi une façon de se sentir exister, là où nous, tout seuls, on se sent vide. Essayer de combler avant tout ce vide soi-même et de se dire non, c'est pas un vide, c'est juste moi, pourquoi je ressens ça, quelles sont mes aptitudes, qu'est-ce qui me fait du bien, dans quoi est-ce que je m'épanouis, quelles sont les relations qui me nourrissent. Et bien là, naturellement, ça laisse beaucoup de place pour les choses authentiques qui nous élèvent, qui nous animent, et ça laisse moins de place pour peut-être ce côté nocif qu'on peut attendre des autres.
Voilà, il y a énormément de leçons que j'ai apprises, mais peut-être 2 mots, ça serait la confiance en soi et se libérer du regard des autres. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose à l'école, qu'est-ce que tu changerais en premier? Je pense que je mettrais des cours de développement personnel avant les cours de mathématiques, déjà. Parce que pour moi, c'est la base d'apprendre à être bien avec soi. Et très vite, dès l'école, on nous met plus dans cet esprit de compétition où il faut avoir les meilleures notes, il faut être meilleur que le voisin. Et surtout, il faut aller vite parce que la vie, ça va vite, que le temps passe vite et qu'il faut être dans la vitesse et dans l'excellence si on veut arriver à faire sa place. C'est un peu comme ça qu'on nous présente, je dégrossis un petit peu le schéma, mais c'est quand même comme ça qu'on nous présente la vie quand on est à l'école. Et je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut nous dire, c'est d'abord nous mettre face à un cahier, une page blanche, et nous dire, ok, là, qui tu es toi? Décris-toi en quelques mots, sans dire que tes parents sont agriculteurs ou comptables. Toi, qui tu es? Qu'est-ce qui te plaît? En quoi tu es différent de ton voisin? Donc, plutôt que de nous dire, sois meilleur que ton voisin et essaie de faire la même chose que lui, mais en mieux, bah, fais différemment que lui. Comment tu peux faire la chose différemment? Ça, c'est des choses qui, de plus en plus, arrivent. J'ai le sentiment que ça émerge quand même au niveau de l'éducation, mais c'est encore très lent. Et donc, c'est ça, je pense que dès le plus jeune âge, on est en mesure de comprendre ça et de nous faire aussi philosopher plus largement sur des sujets existentiels, des sujets de vie, au-delà du fait de nous dire qui tu es toi, de qu'est-ce que c'est pour toi réussir sa vie. Je sais que Frédéric Lenoir le fait très bien, il intervient dans les écoles primaires et il questionne les élèves sur cette notion de bonheur. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Et je pense que c'est hyper, hyper important dès le plus jeune âge de nous amener à ces réflexions-là. Parce que le plus tôt on amorce ces prises de conscience, ces mécanismes, le plus vite, si on revient à cette notion de vitesse, on se trouve et donc on a des choix plus lucides après au moment de faire un choix d'orientation sortie du bac, quoi. Là où pour la plupart on est complètement paumé parce que ces questions on se les est jamais posées. Donc je pense que c'est essentiel, c'est primordial et c'est la base. Hmm. Comment est-ce que toi, malgré ton jeune âge, tu as trouvé l'espace pour remettre tout ça en question et pour justement apprendre à mieux te connaître et à t'écouter? En un mot, moi, c'est la nature. C'est vraiment la nature qui m'a permise de me retrouver, de me recentrer et de m'accepter surtout. Nature et écriture. Je vais parler des deux parce que l'écriture a été un puissant refuge au retour notamment de mon voyage en Inde où j'ai eu plein plein de déclics à 18 ans et où je savais ce que je ne voulais pas mais où je savais pas du tout ce que je voulais. Et c'était un petit déchirement finalement entre ce deuil du vieux monde que j'étais en train de faire et donc je voyais bien que j'avais pas envie de cocher ces cases métro, boulot, dodo et de suivre sagement le parcours qu'on m'a prédéfini. Je savais que je voulais pas ça parce que je savais que je fonçais droit vers le burn-out à 40 ans. Et pour autant, tout le monde autour de moi faisait ça. Donc tout le monde essayait d'être le bon petit soldat en école de commerce qui allait avoir le meilleur stage pour avoir le meilleur premier emploi et pour pouvoir vite investir dans la première maison. Et moi, je savais que je voulais pas ça. En fait, c'est comme si j'avais l'intuition, un warning qui s'éclairait, qui disait non, 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 ne va pas là. Mais pour autant, j'avais pas la lumière vers le chemin de va ici plutôt. Donc j'avançais toujours à contre-courant, mais dans un brouillard permanent. Et l'écriture, ça m'a énormément aidé à dénouer tout ça, à mettre des mots sur ce que je ressentais, à m'accepter et à faire évoluer ces réflexions. Et après, la nature, elle m'a aidé à m'apaiser, je pense. De simplement me mettre en état de méditation à côté d'un arbre, de ne pas prendre mon téléphone, d'être seule et de faire face à cette solitude. Et d'arriver à être bien avec cette solitude. Là où on passe nos vies finalement à la fuir. On passe nos vies à remplir nos agendas, à remplir nos relations, nos placards. Et puis les moments de vide avec soi-même, ne serait-ce que 30 minutes, ça nous fait paniquer. Et face à cette panique, moi je me suis dit, bah non, en fait, tu es la seule personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie, donc apprends à être bien avec toi. Et la nature m'a aidé à ça, à simplement retrouver ce goût de l'émerveillement en fait. Sentir l'odeur des feuilles là, de l'automne, c'est incroyable. Voir les couleurs changer, écouter le bruit du vent, des oiseaux, c'est magique et ça. Je pense que ça m'a appris à me dire rien n'est grave et en fait tout va toujours bien se passer et ça m'a libérée d'un stress et d'un poids
que je pouvais ressentir autour de 20 ans quand on me disait choisis quelque chose pour plus tard, construis ta vie. Et je trouvais ça très violent finalement, comme question aussi jeune. Et la nature m'a apaisée en ce sens. Elle m'a dit ça va aller, Victoria, t'inquiète pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 20 ans en 2020? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire apprendre à nager dans l'incertitude, apprendre à composer avec cette crise écologique qui est déjà là et qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans nos vies. C'est apprendre à se dire qu'on peut être soi-même et suivre nos rêves même si la société nous vend autre chose. Donc c'est apprendre à penser différemment. C'est apprendre à composer avec un tas de questions existentielles et à oser être soi tout en ayant quand même un pied dans la vie sociale qui est parfois, je pense, je parle pour moi, mais difficile à trouver parce qu'effectivement, quand on prend un certain recul sur les réseaux sociaux et qu'on ne rentre plus dans cette course à la folie, au plus de likes, au plus d'iPhone, au plus de soirées cochées, bah forcément, il y a un certain vide qui se crée. Alors c'est un vide qui est bienfaiteur parce qu'on se lit, comment dire, on s'encombre pas de choses futiles, de relations futiles et on laisse la place pour des choses beaucoup plus saines, authentiques et sobres. Donc je remets le mot sobriété. Mais c'est inconfortable. Donc avoir 20 ans aujourd'hui, c'est oser, je pense, affronter ce côté très inconfortable pour mettre beaucoup plus de sobriété dans nos vies. Donc c'est apprendre à vivre avec moins, mais avec mieux, c'est apprendre à faire son propre potager, c'est apprendre à être heureux sans les biens matériels et avoir simplement l'essentiel en fait. Donc apprendre à définir à traverser l'existence en dehors du spectre du matérialisme. Je pense vraiment que c'est ça. Tu vois, en une phrase, c'est on a 20 ans aujourd'hui, comment on définit notre existence sans penser achat, sans penser accumulation, sans penser faire, mais comment on est. Donc pas faire, mais être. Comment on- Je vais reprendre les mots de François Punel que bah, voilà, j'ai terminé juste avant notre enregistrement, le montage de l'épisode. On a fait un épisode de podcast ensemble et il parle de traverser poétiquement l'existence. Et je trouve ça magnifique. Et en fait, je pense qu'il s'agit de ça aujourd'hui, tu vois. Je vais pas philosopher 5 minutes sur la question, tu vois. En une phrase, je te dirais qu'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est apprendre à traverser l'existence de manière poétique. Je pense que tout est dit dans cette phrase. Ouais, c'est très beau. Ben, merci beaucoup de nous partager tout ça. On arrive déjà à la fin de cet échange. J'aimerais bien qu'on en profite pour que tu partages un dernier message ou peut-être des derniers conseils que tu voudrais faire passer aux parents d'ados qui nous écoutent. Et je sais que ces parents-là se font aussi beaucoup de soucis pour cette génération de futurs adultes. J'aimerais bien que tu nous partages en quelques mots tes derniers conseils. Merci pour cette question. Je pense elle est primordiale et c'est bien d'en parler parce que je vois bien à quel point mes parents se sont retrouvés un petit peu démunis au moment où j'ai fait cette transition et où je commençais à vraiment trier tout dans ma vie pour ce côté plus sobre, mais surtout que fin des études, après 5 ans en école de commerce, je leur ai dit il n'y aura pas de CDI. Il n'y aura pas de CDI en fait. Je me vois pas dans un bureau et je me vois pas mettre un crédit sur mes épaules aujourd'hui. Je me vois pas construire ma vie avec autant de stabilité. Et ils le comprenaient pas parce que ils ont pas grandi avec ces schémas-là. Ils ont grandi avec cette idée qu'il fallait tout contrôler, tout mettre dans des cases pour laisser le moins de place possible à l'incertitude. Et, et à la fois, je les comprenais parce qu'ils voulaient simplement mon bonheur, que je sois bien et la sécurité pour moi. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux en tant que jeunes à vouloir une vie peut-être moins linéaire, avec plus de rebonds, avec plus de sens. Donc on entend beaucoup parler de cette quête de sens. Et on le sait, les métiers qu'on a aujourd'hui, ça ne sera pas les métiers qu'on aura demain. On est amené à repenser nos métiers tous les jours. Et donc on n'est plus dans ces schémas que pouvaient avoir nos parents. On signe un premier contrat à 20 ans et on le garde toute notre vie en fait. Et je pense que pour les parents, il faut aussi accepter ce lâcher prise et faire ce deuil de ce monde qui aujourd'hui n'est plus et faire confiance. Je pense que c'est hyper important aussi de responsabiliser ses enfants donc je suis pas parent, mais j'imagine que, en tout cas, moi c'est dans la liberté que m'a laissé mes parents que j'ai pu m'épanouir, tester plein de choses. Ils m'ont pas toujours soutenue parce qu'ils avaient peur, donc ils m'ont aussi remis leur propre peur
à la figure et ça peut être des freins. Donc s'il y a un mot que je peux essayer de partager peut-être à ces parents-là, ça serait n'ayez pas peur pour vos enfants, mais faites-leur confiance. Parce qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a que des apprentissages et il y aura toujours une bonne rencontre, une bonne leçon de vie à arriver sur la route, un bon croisement, une bonne opportunité qui fera que on avancera. Et donc même si aujourd'hui tel ou tel projet peut paraître complètement farfelu et instable, bah, en fait, il n'y a pas de mauvais choix. Donc faut faire confiance, je pense. C'est super. Eh bien, écoute, on est totalement alignés avec ton message et merci pour tout le travail que tu fais parce que je pense que c'est essentiel de le partager au plus grand nombre. J'invite vraiment tous mes auditeurs à se procurer ton livre, Ce qu'on n'apprend pas à l'école, qui est vraiment un très beau témoignage de tout ce cheminement que tu as fait, mais également ton podcast Nouvel Œil. J'adore tes épisodes et il y en a de nombreux, donc vraiment, je les invite à découvrir tout ça. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Stéphanie, à très vite.